Vous avez fait beaucoup de notes, je vois. On survit pas, en fait, à nos rêves. C'est un peu ce qui m'est venu à l'esprit quand je regardais pour une troisième fois cette fin qui me rend à chaque fois très triste. Et c'est ce que aussi dit le médecin, en quelque sorte, que nos rêves sont parfois très dangereux et qu'il y a toujours un reste. Et c'est peut-être aussi une manière de... Parce qu'on a parlé avant le film, on se demandait quelle est la signification de ces immeubles qui s'écroulent. C'est peut-être un peu dans ce sens qu'on pourrait tenter de le voir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bah déjà merci Marc de m'avoir invité à découvrir ce film. C'est un très beau film. Et heureusement, je le vois pour la deuxième fois, puisque je l'ai regardé hier très tard dans la nuit. Et du coup, là, j'ai découvert plein de petits détails qui m'avaient échappé. J'avais bien remarqué quand même qu'il y avait deux destins parallèles, parce que finalement, ils se trouvent à la fête foraine en même temps. Les deux, d'une certaine manière, rencontrent une personne avec qui ça ne va pas marcher, une personne qui va les trahir. Deux forains d'ailleurs, ce sont des gens un peu sans domicile fixe. Bon, je ne sais pas si c'était intentionnel dans le film. Mais leur destin, parfois ils se croisent, mais ils ne se rencontrent pas jusqu'au bal, où là, il y a une sorte de coup de foudre. D'ailleurs, je me demandais comment on disait coup de foudre en allemand. Liebe auf den ersten Blick. Et ça veut dire quoi ? Bon, l'amour au premier regard, mais bon, c'est ben pas... voilà, parce que dans plusieurs langues européennes, en espagnol, c'est amor a primera vista. En anglais, c'est love at first sight. Mais en français, c'est coup de foudre. C'est-à-dire, c'est la métaphore du tonnerre, de la foudre, de quelque chose qui détruit, qui peut ravager, qui peut provoquer un incendie. Et alors, ce qui m'est apparu là aujourd'hui aussi, c'est que finalement, quand ils se captent dans ce regard, un peu comme parfois les bébés vous fixent et ne vous lâchent pas du regard, ils sont eux-mêmes occupés par d'autres partenaires. Et en même temps, il y a la chanson qui dit « Fais attention ». Voilà, ça, je n'avais pas remarqué tout ce que les chansons aussi apportent dans ce film. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait une première erreur et peut-être que là, quand même, au bal, ils savent très bien que c'est facile peut-être de séduire ou peut-être de s'envoyer en l'air, mais j'ai l'impression que ce n'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Et d'ailleurs, ils vont quitter leur partenaire contextuel de cette soirée pour se rencontrer, Paul et Paula. Alors effectivement, dans les immeubles qui s'écroulent, dont moi ça m'avait fait penser peut-être aux idéalisations, aux illusions de l'enfance aussi. C'est vrai que les amours, quand ça commence à... Bon, on pense toujours que les amours, ça naît à l'adolescence, mais les premières amours, elles sont beaucoup plus anciennes. Hein, voilà, quand on doit amener un enfant pour la première fois à l'école et qui s'accroche à la jupe, au pantalon, c'est un déchirement amoureux. C'est vraiment un chagrin d'amour. Donc, c'est vrai que dans toute rencontre amoureuse, il y a toujours une première phase d'illusion où ce que les deux partenaires recherchent par-dessus tout, c'est de revivre quelque chose de la symbiose originaire. Hein, en fait, au fond, quand l'enfant, quelque chose de la fusion, le bébé qui tète sa mère, il est complètement en extase. Hein. Donc, voilà. Et puis, dans la temporalité de la vie amoureuse, il y a toujours un moment où, après les premières périodes du début, qui sont souvent fusionnelles, c'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on a connu l'objet complémentaire qui pourrait me comprendre, me deviner, quelque chose presque de télépathique, on aurait presque plus à se parler.
Et puis, si on commence à vivre ensemble, voilà, on commence à apprendre que la réalité apporte son lot de déceptions et de désillusions. Et d'ailleurs, il y a des destins à ça. Est-ce que le couple peut survivre à la désillusion ? Est-ce que du coup, il va se séparer, trouver quelqu'un d'autre ? Ou alors, il y a un destin aussi parfois qui est très curieux, c'est comment certains couples, à partir du moment où ils sont déçus par finalement le caractère différent et étranger de l'autre, peuvent rester, on pourrait dire, soudés dans la passion par la haine. Et là, ça devient la scène de ménage permanente. Il y a des couples qui restent toute leur vie unis ensuite par la haine, parce que la haine, elle maintient quelque chose de la passion. Hein, pour détester quelqu'un, quand on a quelqu'un comme ça dans la tête qu'on hait, mais qui nous obsède, finalement, si on change juste la haine par l'amour, on se rend compte qu'on est obsédé par cette personne, qu'on y pense tout le temps, et que voilà, on ressent la haine est venue prendre la place de quelque chose de l'amour du début. Alors voilà, moi ce film il m'a... Oui, ouais, je parle, j'arrête plus. Non mais c'est très bien. Mais c'est juste que ça me fait penser au fait que Paula, elle le fait. Enfin, il passe très vite d'un ressenti qui est très doux, qui est très affectueuse, puis tout à coup, il lui fait une claque. Ça va très, très vite chez elle, alors que lui, il reste un tout petit peu plus dans la retenue. J'imagine par les conventions contre lesquelles il doit se battre et lutter en lui. Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport aux enfants, à ce premier amour qui est justement... qui est porté vers les parents. Il y a ces moments que je trouve très beaux dans le film où on voit Paula qui devient tout à coup une petite fille. Notamment, je pense à cette scène avant le concert où ils vont au concert et j'ai l'impression que c'est un petit enfant. Et lui aussi d'ailleurs, à la fin, quand ils sont avec le monsieur Saft. Mais ça veut dire quoi en allemand, Saft ? En fait, c'est un jus. Ah. Mais bon, peu importe. En tout cas, cette scène de la nage où ils se sont rejetés, Paul, où il commence à jouer avec le sable. Je trouve que cette transformation qu'ils vivent par justement l'amour, c'est justement, on est en fait porté par l'amour vers un âge très lointain, vers un passé qui est lointain, mais qui n'est jamais révolu finalement. Puisque sinon on ne pourrait pas le vivre, non ? Ouais, alors, par rapport à ce concert où il y a ce merveilleux concerto pour violon de Beethoven, d'ailleurs, si vous voulez pleurer, vous pouvez l'écouter par Anne-Sophie Mutter ou par David Oistrakh. On voit qu'elle, en fait, elle s'en fiche des conventions. Il y a quand même quelque chose de beaucoup plus pur, en fait. Lui, il est beaucoup plus regardant des conventions sociales. Il est lâche, en fait. Il n'assume pas quelque chose de son amour, même s'il l'aime profondément. C'est un très beau film, ils s'aiment tous les deux très profondément. D'ailleurs, on peut se demander si, après, avec Monsieur Saft, quand elle laisse croire qu'elle va se marier avec lui, elle ne lui fait pas payer aussi. Et là, on se rend compte que lui, quand il est confronté à la perte, c'est-à-dire quand elle le laisse devant la porte, en fait, il découvre l'amour dans la violence de sa perte. Et là, il régresse complètement. Donc, moi, à un moment donné, quand il est sur le palier, là, donc, on dirait presque quelqu'un qui a un hôpital psychiatrique. Il est complètement régressé. Il a même le regard un peu halluciné parfois. Et c'est vrai que quand il revient avec la hache, moi, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il va finalement juste défoncer la porte ou est-ce qu'il va la tuer, hein ? C'est-à-dire, on peut se demander quel sera le destin. Je pense à ce livre de Jean-Claude Lavie qui dit « L'amour est un crime parfait » aussi. Voilà. Mais... Juste peut-être pour un petit rappel, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des envies de dire quelque chose, ce qui vous passe par la tête, c'est toujours possible.
je vous passe le micro. Si vous avez surtout envie de poser de questions à Vincent Estellon, c'est le moment. Après, le temps passe très vite. Et vous allez rentrer à la maison avec votre question que vous n'aurez jamais posée. Bon, j'ai tenté. Oh. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et pourquoi vous avez choisi ce film? Monsieur Vincent Estello. Est-ce que vous pouvez vous présenter je ne sais pas, votre expérience cinématographique ou... Ah non, mais moi, je ne suis pas du tout dans le cinéma. Hein. Pourquoi on donne la parole à Monsieur Estello et je dirais, pourquoi ce film, en fait? Pourquoi vous avez choisi ce film? C'est une très bonne question. Alors, moi, je suis Marc, je suis programmateur au Goethe Institut. Et donc, on prend un film de la langue allemande comme base pour partir après à la recherche des expériences, aussi, on tente d'explorer d'autres terrains que le cinéma et on essaie de reprendre le sujet évoqué ou un thème évoqué par le film et après de voir comment ça se refracte dans d'autres disciplines. Donc là, ce soir, c'est psychologie, psychanalyse. Donc voilà. Donc maintenant, on a tout vérifié, tout clarifié. Bonsoir. Concernant la différence de réaction par rapport à l'orchestre, à ce concert, je pense aussi qu'il y a une différence de niveau entre les deux amoureux, les deux amants. Parce qu'elle s'en fiche des conventions, elle se permet de s'en fiche. Alors que lui, il est dans un milieu, niveau supérieur, disons cadre supérieur. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Je croyais qu'il était médecin au début. J'ai compris après que, en fait, il signait des contrats, à l'international. Peut-être qu'il travaille pour une boîte d'export ou d'import. Et il est tenu par ce milieu professionnel. Oui, enfin, il est tenu, mais on se rend compte quand même à la fin que, et même dans la soirée professionnelle où on voit que sa femme excite tous les désirs des collègues, on a l'impression presque que cette femme, il reste avec elle parce que c'est aussi un instrument de travail. C'est assez terrible. Elle le met en valeur parce qu'elle est belle. Elle est quasiment prostituable. Oui. Donc c'est assez terrible, moi je trouve. C'est un objet de représentation, elle le représente en fait très bien parce qu'elle est très belle. Oui, voilà, mais effectivement, il arrive à accéder finalement à la vérité de son amour et finalement à quitter cette situation qui est intenable, parce qu'il reste un peu clivé au début, il a une sorte de double vie. C'est elle qui l'a trompé. Oui. La première fois, c'est elle qui l'a trompé. Oui, mais enfin, on sait pas trop si avec Inès, il continue. Lui. Je sais pas quelle sorte de rapport ils ont. Honnêtement, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de rapports. On sait pas. En tout cas. C'est l'enfant qui les tient, qui les soude. Ouais. Il adore son fils. Ça, c'est vrai, c'est n'importe quoi. Alors cette question de l'enfant, j'ai trouvé la fin terrible. Elle pose des questions parce qu'au fond, lorsqu'elle perd son enfant, du coup, elle renonce à l'amour avec l'homme parce que, un peu comme si elle voulait se punir d'avoir écouté la folie amoureuse et finalement d'avoir plus été une mère, c'est-à-dire au fond ce conflit entre la femme et la mère. Et donc, elle aurait été peut-être trop femme, elle aurait trop écouté ses pulsions, ses désirs amoureux et elle aurait oublié d'être protectrice avec les enfants. Donc, c'est pas du tout ça dans la réalité, je pense. Elle doit culpabiliser d'une manière très folle de les avoir laissés partir, de ne pas les avoir accompagnés parce qu'elle attendait le coup de téléphone de Paul. Et à partir du moment où elle renonce à lui, à ce moment-là, a le courage de quitter sa femme et pour fonder quelque chose avec elle. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tours de passe-passe entre le choix amoureux ou l'enfant. C'est-à-dire,
lorsqu'elle perd l'enfant, elle le retrouve finalement après l'amour, et lorsqu'elle retrouve l'amour, l'enfant la tue. Il y a quelque chose d'assez remarquable, là, j'ai trouvé, bon, qui fait réfléchir aussi sur l'articulation entre femme et mère. Hein. Il m'a semblé qu'il y avait une deuxième question. Ah, là. Merci beaucoup. Déjà, je suis ravie de vous rencontrer ce soir. Pour Paola, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer finalement qu'elle est toujours à la limite, puisqu'elle est toujours en train d'osciller et finalement dans cet amour qui la consume, elle est toujours au bord de ses limites. Donc est-ce qu'on peut considérer qu'elle est vraiment à la limite ? Alors, bon, je ne sais pas si vous faites référence à cette catégorie oui. Psychopathologie qu'on peut appeler les cas limites. Moi, elle ne me semble pas du tout limite. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle est fidèle à son objet. D'accord, elle doute à un moment donné. Peut-être elle peut basculer vers la version sécuritaire du monsieur, je ne sais plus, au chapeau, là. Voilà, avec la dacha, avec... bon, on peut... Il lui dit d'ailleurs, ça sera l'ennui mortel, hein. Donc, elle est quand même fidèle du début à la fin à son amour pour cet homme. Bon, il y a cette phase de deuil où elle croit que... Ou alors peut-être elle feint, où elle lui fait vivre ce que elle a vécu lorsqu'il avait toujours la bonne femme sécuritaire à côté. Mais... je la vois pas du tout limite parce que voilà, Inès par contre, ah bah oui, bah c'est ça, bah, narcissique. Je veux dire, elle fait des collections, voilà, bon, c'est pas trop. On voit que les hommes sont plutôt consommés qu'aimés chez Inès. Vous voyez, c'est pas péjoratif. Hein, on peut faire ce qu'on veut avec sa sexualité, mais en tout cas. Dès le début, on voit à quel point tout est monnayé. Hein, s'il n'avait pas été médecin, on se demande si il l'aurait intéressé. Bon, même après, chez les parents, il y a vraiment quelque chose de l'idéal confronté à la réalité. Et d'ailleurs, dans les chansons, ils disent ça. Et tous ces immeubles qui s'effondrent, moi, vraiment, ça me faisait réfléchir parce que voilà, elle regarde le tableau d'Angélique, princesse des anges, et puis finalement elle est au charbon. Hein. Lui, après qu'il a découvert sa femme qui le trompait, il lui dit « mais t'inquiète pas, on va faire une nouvelle vie, on va aller au théâtre », et puis il se retrouve le week-end enfermé chez les beaux-parents. Bon... Et c'est dans ce contexte, parce que l'orage, au fond, le coup de foudre, il ne vient pas dans un ciel serein. Il arrive dans un ciel qui est chargé de tension. Et c'est dans ce contexte, finalement, que là, ils se reconnaissent d'une certaine manière. Et ça me semble aussi, je viens à vos questions, ça me semble, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, ce cinéma, il habite au-dessus du cinéma. Et c'est quand même assez beau comme image, puisque elle, la rêveuse, habite justement au-dessus de toutes les projections qui se passent en dessous de chez elle. Et c'est assez beau comme image, il me semble. Alors, il y a des questions. Je ne sais pas laquelle est la première. Je vais passer peut-être de derrière jusqu'au l'écran. J'ai juste une dernière question justement qui est venue, et puis après je m'arrête là, je vais laisser peut-être parler les autres. Mais justement cette question de l'effondrement qui arrive en début de film et à la fin m'a posé beaucoup de questions de l'effondrement de l'immeuble. Et justement, ça découle de ma première question et de la réponse que vous y avez apportée. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir quelque chose qui est finalement inhérent aux personnages et à leur façon d'aimer, qui est soit dans la destructivité, soit tout ou rien, en fait, comme le dit Paul.
Écoutez, en même temps, bon, c'est vrai qu'elle meurt à la fin, mais il semblerait que, en tout cas la dernière image, quand on voit Paul dans le lit avec les 3 enfants, ça veut dire qu'il a peut-être repris la garde de ses 2 enfants, et puis qu'il s'occupe de la fille de Paula, et ils n'ont pas l'air, en tout cas, moi je vois pas ça du côté de la destructivité. Il y a l'image de Paula qui est là. Il y a différentes manières aussi de vivre aussi avec des personnes qu'on a perdues et qu'on continue à faire exister. Non, moi, ouais. Que représente cette image justement des 3 enfants? Moi, ça m'a marqué à la fin. Là. Ah non, mais moi je suis pas un oracle. Hein. Je déchiffre avec vous ce film. Je me pose des questions. Mais effectivement, moi, il y a aussi différents styles parce qu'on a l'impression que elle, c'est vrai qu'il y a cette scène magnifique quand elle l'amène sur son lit d'abord, voilà, avec comme une régression infantile. Ils redeviennent des enfants qui jouent, qui mangent, qui sont presque comme une soirée pyjama, où on mange un peu de la nourriture un peu régressive, ça tombe, ils en ont plus rien à faire des conventions, etc. Et puis elle le présente à toute sa famille. Vous voyez, ça c'est pas du tout limite. C'est très, elle se déclare. Hein. Elle lui dit son amour, elle le déclare à sa famille, elle le montre à ses ancêtres. Et lui, on a l'impression que finalement, quand il vient la demander en mariage, c'est avec la hache quand même. Et c'est quand elle la hache et qu'elle ne veut pas. Bon, elle ne veut pas, mais bon, il ne faut pas beaucoup de temps pour céder. Hein. Il peut y avoir une parabole quant à l'Allemagne et l'Allemagne de l'Est. Il y a juste une question derrière vous. Pardon. Bonsoir. Moi, justement, c'est ça qui m'a gênée, la hache, le fait qu'elle veuille pas, qu'il attende qu'elle ne veuille pas pour vraiment désirer cette relation. On parle beaucoup, enfin, on voit ça d'une manière romantique. Je trouve que avec les évolutions un petit peu actuelles, je regarde ça un peu d'un autre œil. Enfin, la notion de consentement, là, elle est un petit peu bafouée. Bon, c'est des choses qui sont compliquées à déceler, en fait, ce qui est de l'ordre peut-être de la résistance, parce qu'elle a peur. Mais elle a peut-être aussi pris une décision, justement, de faire quelque chose de plus raisonnable. Elle a vu que ça l'amenait pas à grand-chose de se laisser aller à ses passions. Et en fait, le fait qu'il insiste comme ça, jusqu'à arriver avec une hache et qu'on lui impose et qu'ensuite elle en meurt, ben, en fait, je trouve pas ça si romantique au final. Et je me demandais, justement, ces schémas-là, qui se répètent souvent, même actuellement. Par exemple, un sentiment qui est naissant d'un côté ou de l'autre, qui est très rapide, et puis en face une résistance, et puis après la personne qui fuit et l'autre qui revient. Qu'est-ce que c'est ces schémas-là? Comment on en sort? Enfin, est-ce que c'est de l'amour vraiment? Moi, j'ai quand même l'impression qu'entre eux, il y a un amour vraiment très, très pur et très fort. Hein. C'est vrai que le style du bateau est quand même beaucoup plus romantique que celui de la hache. Mais en même temps, moi, je me suis demandé après, parce que ce monsieur au chapeau, il le dit d'ailleurs, lui, hein, il a l'âge de son père ou de son grand-père. C'est-à-dire, au fond, c'est quel lien qu'il faut pouvoir couper avant de s'engager dans un couple. Bon, dans dans les demandes contemporaines de consultation, il y a beaucoup de gens, d'adultes, voilà, qui ont, je sais pas, qui commencent à avoir la trentaine ou 35 ou 40 ans, et qui viennent parce qu'ils disent, bah voilà, j'arrive pas à m'engager. Voilà, j'arrive pas à m'engager, je suis perdu dans les applications, ou alors j'ai trop de travail, j'ai que le week-end pour moi, et puis finalement le week-end, oui, je fais la fête, donc il y a des trucs de passage, mais j'arrive pas, je peux pas. Et là, on se rend compte, quand on travaille un peu plus en profondeur, pendant quelques mois, quelques années, à quel point parfois la fidélité, dont l'infidélité des objets qui défilent dans la vie amoureuse de l'adulte peut être entendue en contrepoint à une fidélité absolue à des objets anciens qui, là, sont très puissamment... donc voilà, avec qui on a une sorte de fidélité indéfectible. Donc, est-ce que la hache était destinée... c'est vrai que c'est un peu... Enfin, elle se débat une seconde. Hein. Est-ce que c'était pas aussi une manière de couper quelque chose, de penser pas finalement, elle, avec son père, ce qu'elle a vécu?
Elle n'en a pas, mais bon, elle doit bien avoir une représentation en tout cas. Oui, pardon, bonsoir. En fait, c'est peut-être plutôt une question pour Marc. Comment le film a été reçu dans l'Allemagne de l'Est de 1972 et quel était le statut de ce réalisateur ? Alors, je ne peux pas vraiment vous répondre à ces questions qui sont plutôt historiques. Par contre, la seule chose que je sais, c'est que l'Allemagne de l'Est avait plutôt envie de se représenter autrement. Et par exemple, ce film, Comperinval, d'ailleurs certains l'ont écouté quand on s'est rencontrés ensemble, il a dit justement que ce film a été proposé au Festival de Cannes, et finalement, il me semble qu'il n'a pas été... en fait, ils sont pas allés jusqu'au bout, parce qu'ils se sont dit, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on aimerait représenter notre pays, nos valeurs. Donc je pense que c'est un film qui a quand même énormément touché le public, mais pour les autorités, c'était un petit problème. Il y avait un petit souci. Oui, on peut d'ailleurs, j'ai malencontreusement commencé à intervenir avant, on peut faire une lecture plus politique que psychanalytique ou amoureuse du film, en ce sens qu'elle, c'est la représentante de la vieille Allemagne, qui d'ailleurs lui présente ses parents, grands-parents, etc., donc c'est tout l'héritage. Et lui, c'est la RDA triomphante. Il a été militaire, il travaille dans un job d'État, mais il fait rentrer des devises dont nous avons grand besoin, donc il est complètement intégré dans le système. Et c'est donc un peu, c'est aussi, enfin, ça peut être vu, je pense qu'à l'époque, ils ont pu le voir comme ça, le système politique de la RDA qui prend de force, le coup de la hache, la vieille Allemagne. Et qui lui fait des enfants et qui finit par capturer tous les enfants, alors même que la vieille Allemagne est morte. Merci. Bonsoir. Cette hache, je pense qu'elle a marqué beaucoup de gens, mais en fait, on voit un personnage qui regarde cette hache, qui ouvre la porte, qui voit la hache et qui la referme. Donc, il faut aussi voir ça comme une comédie. Enfin, c'est un film doux amer, et là, je pense aussi qu'on peut le voir vraiment comme du burlesque, quoi. Enfin, moi, le mec, on voit sa tronche, puis sa trogne même, parce qu'il a une tête rigolote, il referme. C'était pour faire rire aussi les gens, je pense. Voilà. C'est tout, merci. Oui, c'est vrai qu'il y a un contraste quand même entre... On est surpris que cette vieille dame avec son chien, elle lui tende la hache avec le sourire, et puis que tout le monde vienne filmer comme ça. Bon, voilà, donc... Puis sa tenue avec sa chemise d'ailleurs du marquis d'Angélique, avec une sorte de... Il me semble quand même Coppola n'attendait que la hache pendant tout le film. Il attendait ce moment, quand il se décide enfin, quand il s'assume, quand il vient la chercher, alors qu'il le faisait pendant la moitié du temps. Est-ce qu'il y avait d'autres qui... Est-ce que l'image des immeubles qui s'effondrent, ce serait pas aussi une manière de dire que cet amour, finalement, il est destructeur ? Il est destructeur, dont je sais pas. Bon, moi, je peux pas le juger, mais en même temps, pour reconstruire, il faut détruire. Hein. Mais... Oui, mais là, c'est pas destructeur, puisqu'ils se connaissent pas encore. Moi, il me semble que c'est quand même beaucoup plus destructeur ce qui se passe avant leur rencontre. Ils sont avec des partenaires, ils ne s'aiment pas d'ailleurs quand ils se rencontrent avec leurs partenaires, quand les deux sont sur le banc, là, près de la roulotte, qu'elle lui demande, voilà, et puis ses yeux s'éclairent quand elle lui dit qu'il est médecin. Bon, c'est quand même pas le coup de foudre qui se passe dans la boîte de nuit, ou même pour Paula, comment ça se passe, la rencontre avec... Oui, bon, bah, elle est avec des copines, il repère ce gars là qui tient le manège. Bon, c'est...
Mais moi, j'ai l'impression qu'ils s'aiment vraiment. Oui. Moi, je le vois. Moi, mais je crois que c'est ça qui est riche dans ce film, c'est que chacun peut le vivre aussi avec. Juste une petite remarque sur les immeubles avant que je vous passe le micro. Et il me semble, en tout cas, si j'ai bien regardé, qu'il n'y a pas seulement la destruction. Puisque il me semble que Paul, par exemple, il habite un immeuble qui est un peu plus ancien, et c'est cet immeuble-là qui est détruit. Donc après, il se retrouve avec sa nouvelle femme, dans une nouvelle vie, dans un nouveau immeuble de je ne sais pas combien d'étages. Donc il y a aussi un peu ce côté-là de... Mais il y a quelque chose d'assez triste finalement déjà dans ces immeubles... Oui, bonsoir. Quelques remarques. Au fait, je trouve que déjà il y a la scène où le mécanicien les accepte tous à la maison, donc c'est un peu, je sais pas si ça va quand même. Et puis il y a aussi le côté. Alors moi je pense qu'il y a un côté qui a donné toute une autre allure dans cette histoire. C'est la pression sociale, fait, qui se cache derrière. Parce qu'au fait, il y a eu bien sûr tromperie de part et d'autre au début, mais ça aurait pu s'arranger très vite si, par exemple, lui, il a pu divorcer, et puis bon, il aura la garde de son fils ou pas, ça c'est... Et puis, donc, elle est déjà devenue seule, donc elle aurait pu... Enfin, voilà, cet amour-là aurait pu se réaliser, donc ils auraient pu être ensemble. Et donc du coup, justement, il l'a dit, comme quoi, voilà, dans la société, c'est pas toléré, etc., divorcé, etc. Je pense que ça, c'était important. Et puis, il y a aussi le côté, le déchirement qu'elle a vécu quand elle a perdu son fils. C'est-à-dire, c'est toute une période jusqu'à la hache, etc. 9-9, elle refusait son amour, mais en même temps, elle a vécu un déchirement, à mon sens. Voilà, elle l'aimait beaucoup, mais le drame de son fils, elle s'est accusée, quoi. Comme quoi, c'est à cause d'elle, de cet amour, quoi. Donc, voilà. Donc, bon, c'était des remarques. Merci, en tout cas. Merci Vincent Estellant de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Et nous, on se revoit, j'espère, le 14 décembre. Exactement, pour Murnau, pour l'aurore de Murnau. Exactement. À bientôt, rentrez bien.